Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'un projet top secret mené par la CIA dans les années 50 jusque dans les années environ 70 qui a choqué le monde entier à sa révélation. Il s'agit du projet MKUltra. J'espère que cette vidéo va vous plaire, mais en revanche, faites bien attention car cette vidéo est particulièrement complexe car je vais devoir donner des noms de médicaments ou de molécules qui peuvent être un petit peu complexes, compliquées. Bien sûr, je les expliquerai dans la mesure du possible, mais il peut y avoir quelques moments un petit peu délicats, donc je vous conseille d'être vraiment très attentif et très concentré pour bien comprendre ce qu'est le projet MKUltra. Sur ce, je pense qu'on a tout dit, donc c'est parti. MK est le nom de code qui a été donné à l'un des projets de la CIA visant à développer des méthodes de contrôle et de programmation de l'esprit. MK est un digraphe signifiant qu'il s'agit d'un programme de la direction technique de la CIA. Le projet va être approuvé le 13 avril 1953 et va prendre fin au début des années 70. C'est en décembre 1974 qu'une série d'articles du New York Times va permettre de dévoiler l'existence de programmes secrets ciblant certains citoyens américains de la population entre les années 50 et les années 60. Ces activités clandestines vont être menées dans le but de contrôler l'esprit humain. Les États-Unis travaillaient sur les techniques de manipulation mentale depuis environ les années 20. Ce fut des sujets abordés durant le colloque Lippmann. Il s'agit d'un rassemblement de 26 économistes et intellectuels à Paris du 26 au 30 août 1938. François Bilger affirme que cela peut être considéré comme l'acte de naissance officiel du nouveau libéralisme. Les origines de recherche militaire de ce projet sont très liées aux expérimentations qui étaient faites dans les camps de concentration nazis et plus précisément celui de Dachau. La recherche d'un psychotrope qui serait capable d'influencer le comportement humain dans le but de mettre au point un sérum de vérité va être initiée par l'Office of Strategic Services durant la Seconde Guerre mondiale. En 1942, à la demande du général William Donovan, un comité va être réuni avec pour objectif de développer un agent chimique pouvant contraindre un individu à divulguer des informations. Finalement, de la marijuana va être utilisée pour mettre au point un extrait de cannabis puissant sous forme liquide n'ayant ni goût ni odeur. Cette substance va être baptisée TD pour Truth Drug. Son efficacité va être testée lors d'entretiens avec le personnel de l'OSS et de l'armée américaine avant d'être utilisée de manière opérationnelle. En automne 1947, la marine des États-Unis va mettre au point un projet de recherche sur le contrôle de l'esprit par des moyens chimiques. Mais l'utilisation du cannabis et d'autres substances déjà testées par le comité de l'OSS va rapidement être écartée de par les résultats jugés trop aléatoires. Le docteur Savage va conclure que si l'administration de doses régulières de LSD ne permet pas l'amélioration thérapeutique du patient, cela va entraîner des modifications profondes du comportement. Après la Seconde Guerre mondiale, les officiers militaires américains vont craindre que les soviétiques ne soient parvenus à contrôler la volonté des individus par des techniques de, je cite, lavage de cerveau. Parallèlement au projet Chatter, la CIA va lancer en 1949 son propre programme de recherche. Il va s'agir du projet Bluebird qui a pour particularité de se focaliser sur l'utilisation du LSD comme arme chimique.
Son étude dans les expérimentations de l'armée va être reprise dans le but de créer, je cite, « une altération exploitable de la personnalité à des fins de renseignement ». En 1948, le brevet du LSD va être mis en place par Arthur Stoll et Albert Hofmann, et la mise en place d'un dispositif à grande échelle va être disponible. Certains Coréens affirment que l'armée américaine aurait utilisé des armes chimiques en Corée. Dès 1950, ces craintes vont se diffuser de manière exacerbée jusqu'à même avoir en fait des traques de potentiels agents communistes. C'est dans ce contexte que la CIA va pouvoir obtenir les fonds nécessaires pour des études plus approfondies. Le 20 août 1951, Bluebird va devenir Artichoke. De nouvelles procédures vont être élaborées dans lesquelles le recours à l'hypnose et à la suggestion vont remplacer les anciennes méthodes d'interrogatoire. Des méthodes comme l'induction d'une dépendance puis le sevrage forcé, les électrochocs ou encore la privation de sommeil vont être mis en œuvre. La lobotomie va aussi être envisagée mais va être jugée trop barbare étant donné que l'objectif premier était de toujours contraindre par des moyens non physiques. De plus, les barbituriques, les amphétamines, la cocaïne et l'héroïne vont aussi être testés à travers des combinaisons pouvant provoquer des états transitoires exploitables sur le long terme. Une note déclassifiée datant du 26 novembre 1952 dit « Nous sommes maintenant convaincus que nous pouvons maintenir un sujet dans un état contrôlé pendant une période beaucoup plus longue que celle que nous avons auparavant cru possible. De plus, nous pensons qu'en utilisant certains produits chimiques ou combinaisons, nous pouvons dans un très grand nombre de cas produire des informations pertinentes. » En 1953, le projet Artichoke va être incorporé au projet MK-Ultra. Le projet va connaître de nombreux développements, tous classés secret défense. Une grande partie des expériences ont été faites sur des personnes non consentantes ou souvent dans l'ignorance quant à la nature des protocoles infligés. Beaucoup d'entre elles vont être des employés de la CIA, du personnel militaire et gouvernemental, des prostituées ou encore des patients atteints de troubles mentaux. Le principal directeur de MK-Ultra est Richard Helms, aussi directeur de la division des opérations spéciales, aussi appelée la SOD de la CIA. Il va proposer, je cite, « l'utilisation secrète de matériaux biologiques et chimiques dans le cadre de ces opérations clandestines ». Le 13 avril 1953, lors de son approbation, la direction du projet va être confiée au docteur Sidney Gottlieb, donc doctorant en chimie et directeur des services techniques de l'agence. Il va être recruté par Allen Dulles en 1951 afin d'intégrer le projet Artichoke. Il va être à l'origine d'une grande partie des recherches effectuées dans le cadre du projet, en plus d'être impliqué dans d'autres opérations un petit peu étranges. L'enjeu global de MK-Ultra va être l'élaboration de méthodes techniques et scientifiques rigoureuses permettant d'influencer et de provoquer des comportements ou de manipuler la conscience pour faire agir un ou plusieurs individus de la manière voulue. Un document de 1955 va donner une indication de l'ampleur du projet, énumérant les substances et matériels utilisés pour produire des effets et des états précis. Pour des raisons évidentes, je ne donnerai pas les méthodes utilisées pour éviter bien sûr toute reproduction. Substances provoquant confusion et impulsivité au point de provoquer le discrédit en public. Substances améliorant la capacité mentale et de perception. Substances augmentant ou contrariant les effets toxiques de l'alcool. Substances et méthodes physiques provoquant l'amnésie. Substances provoquant des incapacités physiques comme la paralysie ou l'anémie. Substances provoquant des hallucinations visuelles et ou auditives. Un montage va permettre de consacrer au projet une part secrète du budget annuel de la recherche et du développement de la CIA de 300 000 $ en dehors de tout contrôle budgétaire. Les financements vont transiter dans des fondations et des entreprises, des sociétés, pour cacher leur origine. Il s'agit principalement de la Society for the Investigation of Human Ecology,
du Genshikar Fund for the Medical Research et la Josiah Macy Jr. Foundation. De 1953 à 1963, le projet et ses programmes satellites vont dépenser environ 25 millions de dollars. Les premières expérimentations du LSD aux États-Unis vont avoir lieu à Boston dans un établissement de santé mentale. En 1949, le docteur Max Rinkler va être le premier médecin à contacter le laboratoire suisse Sandoz Pharmaceutical afin d'obtenir des doses de psychotropes. Il va être à l'origine de nombreuses recherches sur le LSD, mais ce sera le docteur Robert Hyde qui va expérimenter les effets. La plupart des professionnels de la santé mentale vont travailler dans le but de modifier le comportement à des fins thérapeutiques. Une étude sur les médicaments menée dans un centre psychiatrique à Manhattan va causer la mort d'Harold Blower, 42 ans. Il ignorait que son traitement était expérimental et avait d'ailleurs demandé l'arrêt immédiat des injections peu de temps avant son décès. Des dizaines de volontaires vont être recrutés pour participer à un programme sur la dépendance et la tolérance aux drogues. Les personnes vont être maintenues sous les effets du LSD pendant 77 jours avec des doses allant jusqu'à 140 microgrammes par jour. Une équipe de chercheurs encadrée par le docteur Harris Isbell va constater que l'utilisation du LSD sur le long terme n'est pas efficace, même en surdosage. Une partie des expérimentations du projet MK Ultra va être menée au Canada à l'Institut Allan Memorial de Montréal dans un département consacré à la psychiatrie. Le docteur Cameron va superviser plusieurs expériences à l'Institut et développer une méthode pour traiter les troubles mentaux appelée Psychic Driving en 1953. Après une période allant de 15 à 30 jours, durant laquelle les patients vont être drogués avec un cocktail de barbiturique. Il s'agit d'un dépresseur du système nerveux central, souvent utilisé comme un sédatif. Ils vont par la suite être réveillés 2 à 3 fois par jour par des électrochocs de 20 à 40 fois plus puissants que la normale. Un magnétophone va aussi être utilisé pour répéter le même message en boucle pendant plusieurs semaines. Puis des doses importantes de LSD vont être administrées. En plus des barbituriques et du LSD, le docteur Cameron et son équipe vont étudier les effets de la privation sensorielle avec diverses substances paralysantes, notamment la curane et le caisson d'isolation sensorielle. Plusieurs centaines de personnes vont être victimes de ces expériences. Beaucoup vont conserver des séquelles et engager des poursuites. L'une des victimes, Velma Orlico, souffrait de dépression post-natale lorsqu'elle est rentrée à l'institut, mais ne va par la suite plus réussir à se concentrer pour lire et écrire. Marie Moreau, elle, va être hospitalisée à cause d'une anoxie cérébrale survenue après des électrochocs et va par la suite souffrir de prosopagnosomie. Il s'agit d'un trouble de la reconnaissance des visages. D'autres victimes vont souffrir d'incontinence, de troubles du sommeil ou encore d'amnésie. Après les révélations liées à ces expériences de la CIA dans les années 70, 9 victimes vont engager une procédure contre l'agence et obtenir gain de cause en 1988. En 1992, le gouvernement canadien va accorder une indemnisation de 100 000 $ canadiens à 77 anciens patients de l'Institut. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une partie des installations militaires nazies vont être réinvesties par l'armée américaine. Une base ayant servi de centre d'interrogatoire pour l'armée de l'air allemande va être occupée pour abriter des expériences menées par les équipes des projets Bluebird et Artichoke. Les recherches vont être confiées à Kurt Bloom. Il s'agit d'un ancien directeur du programme de guerre biologique du Troisième Reich, acquitté lors du procès des médecins de Nuremberg par l'intervention des États-Unis. Ce projet est considéré comme l'un des premiers du genre de la CIA.
En août 1951, un épisode de folie collective va toucher le village de Pont-Saint-Esprit. Il va s'agir de l'affaire du pain maudit. Le journaliste Hank Albarelli va évoquer l'hypothèse d'une expérience de l'armée américaine et de la CIA. Il va enquêter sur la mort du docteur Frank Olson et étudier des documents déclassifiés qui accréditeraient la thèse d'un empoisonnement au LSD sur la population. Le produit aurait été vaporisé par voie aérienne avant d'être mis dans le pain du boulanger. L'hypothèse la plus plausible est que ce soit en réalité une crise ergotisme. Il s'agit d'un champignon toxique et c'est la version qui va être retenue par la justice française en 1965. En 1972, Richard Helms, directeur de la CIA, va ordonner la destruction des archives du projet, ce qui fait qu'il est difficile de tout comprendre du projet MKUltra. Il a en réalité comporté plus de 150 sous-projets. Le projet va être définitivement arrêté en 1988. En décembre 1974, le journaliste Seymour Hersh va publier plusieurs articles dans le New York Times dévoilant publiquement les activités clandestines de la CIA. Le gouvernement répondra à cela par la création de 3 commissions parlementaires. Le projet MKUltra a inspiré de nombreuses œuvres cinématographiques, bibliographiques et musicales. Il y a les films Anna, Room 237, American Ultra et beaucoup d'autres. Il y a les séries Archer, Wormwood et la plus connue, Stranger Things. Il y a les livres Tu tueras le père de Sandrone Dazieri, Le cri de Nicolas Beuglet, Ils vont tuer Robert Kennedy de Marc Duguin et plein d'autres. Un groupe de punk va prendre le même nom que le projet en 1993, mais aussi de nombreux albums de rock vont reprendre MKUltra comme nom. Il y a également de nombreux jeux vidéo qui s'en sont inspirés. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ce fut une vidéo qui était très difficile à tourner car il fait actuellement 41 degrés chez moi. J'ai très chaud, ce qui fait que j'ai un peu le cerveau qui a tourné au ralenti. Ce qui fait que j'ai beaucoup lu mes notes, j'en suis consciente et j'en suis désolée. J'espère que la vidéo quand même a été agréable à regarder et à écouter. Bien sûr, toutes mes sources se trouvent en barre d'infos si vous voulez faire plus de recherches ou même vérifier mes sources. En revanche, il se peut qu'il y ait des coquilles dans cette vidéo du coup. Donc je vous invite vivement à reprendre tout ça dans les commentaires et bien sûr à ajouter des éléments supplémentaires si vous en avez. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine enquête.